Oui, bonjour à vous. Alors, pour ne pas perdre de temps, c'est Jérôme Beauvisage qui est collaborateur à l'IHS National, qui est aussi le responsable des cahiers de l'IHS. Une nouvelle maquette sera bientôt disponible, hein, et on vous la fera connaître. Il serait aussi intéressant que vous avez la possibilité de vous abonner. Hein, donc c'est lui qui, lorsqu'on a été sollicité par l'UFR au niveau de l'IHS pour présenter le sujet, comme je savais que Jérôme avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet, alors il y a d'autres camarades aussi qui ont travaillé. Vous avez vu le document de Jean Mayadache, je pense, qui vous a été communiqué. Je vous invite à le lire à tête reposée parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et donc Jérôme va nous présenter cette conférence sur l'extrême droite. Et David Choran, qui est le directeur de l'IHS, va filmer principalement l'intervention de Jérôme, l'objectif étant, si j'ai bien compris, que cette conférence puisse être ensuite mise sur le site de l'IHS national. Donc vous aurez éventuellement aussi l'occasion de revoir, ou y compris faire connaître à d'autres camarades qui n'étaient pas là, cette conférence qui sera dans quelques jours, je suppose, sur le site de l'IHS national. Alors sans plus attendre, je passe la parole à Jérôme. Merci. Bonjour à tous d'abord, et je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation à vos travaux. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'objet de cette causerie n'est pas de retracer l'histoire, au demeurant fort complexe, du Front National, devenu Rassemblement National depuis 2018, mais plutôt de s'interroger sur la nature de la mutation engagée par le Front National depuis 2011. En effet, il ne vous a pas échappé que depuis qu'elle a pris les rênes du Front National, Marine Le Pen a entrepris de réécrire les codes frontistes pour en moderniser à la fois le vocabulaire, les thèmes et l'image. Et l'opération semble réussir. La dédiabolisation et la normalisation du parti de Marine Le Pen s'accélèrent. Prenons quelques exemples puisés dans l'actualité la plus récente. En octobre 2023, paraît une enquête conduite chaque année depuis 10 ans par Ipsos et l'Institut Jean Jaurès sur les fractures françaises. Et celle-ci, cette année, met en valeur un phénomène tout à fait nouveau. Pour la première fois, ce n'est plus le Rassemblement national qui, aux yeux des panels interrogés dans cette enquête, est le parti considéré comme le plus dangereux par la démocratie, c'est la France insoumise. Le parti de Marine Le Pen reste, certes, majoritairement considéré comme dangereux à 52%, mais c'est moins qu'auparavant, et surtout, c'est moins, je le répète, que la France insoumise, considérée comme une menace pour la démocratie par 57% des personnes interrogées. Autre exemple, tout aussi symbolique. Le 9 octobre dernier, peu après les attentats du Hamas, plusieurs députés du Rassemblement national ont défilé dans la manifestation organisée en soutien à Israël par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ils n'ont pas été sifflés, ils ont même été plutôt bien accueillis. Et pour la première fois, le CRIF ne leur a pas dit de ne pas venir. Par conséquent, 4 parlementaires du Rassemblement national y sont allés, pas Marine Le Pen, qui n'a pas souhaité que le symbole soit trop visible. Autre signe encore. Lors de la dernière session du Parlement, à l'occasion de la niche parlementaire réservée au Rassemblement national, qui a eu lieu également en octobre, aucun des textes présentés par le Rassemblement n'a été adopté. Mais une partie des députés de droite, du groupe républicain, ont annoncé qu'ils en voteraient 3. Le cordon sanitaire observé par les autres formations politiques est donc de plus en plus fragile. Et c'est également le cas chez les électeurs. Depuis 20 ans, au fil des scrutins présidentiels, le Front National gagne des parts de marché, si l'on peut dire. À chaque élection présidentielle où il est présent au second tour, le Front National, devenu Rassemblement National, réduit par 2 l'écart des voix qui le sépare au second tour du candidat dit républicain. En 2002, au second tour, il y avait 20 millions de voix d'écart entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. En 2017, il n'y en a plus que 11 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et 5 ans plus tard, 5,5 millions
en 2022 dans la même configuration, Macron-Le Pen. La même année, aux élections législatives, 89 candidats du RN vont s'imposer dans leur circonscription, dans des élections au scrutin uninominal à 2 tours qui leur est pourtant réputé être très défavorable. Et cette progression semble se poursuivre, comme on a pu le constater, aux récentes élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Certes, que 3 candidats seulement, portant les couleurs de Marine Le Pen, ont été élus sénateurs. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que dans de nombreux départements, les candidats du RN ont doublé, et parfois même triplé, voire quadruplé, leur score réalisé lors du précédent scrutin 6 ans plus tôt. Et ce ne sont pas des citoyens lambda qui ont élu ces 3 sénateurs. Ce sont des grands électeurs, c'est-à-dire des maires, des conseillers municipaux, des élus donc, qui participent localement à la vie de la collectivité. C'est là encore le signe d'une normalisation du Rassemblement national qui s'opère petit à petit, à bas bruit si l'on peut dire. Finalement, la question qui nous occupe aujourd'hui demeure simple. Le changement de style opéré par Marine Le Pen correspond-il à un véritable renouvellement de l'offre politique frontiste et à un aggiornamento idéologique, ou traduit-il plutôt l'opportunisme foncier et l'habileté d'une dirigeante qui maîtrise parfaitement les codes de la communication politique? Que peut nous dire l'histoire à ce sujet? D'abord, il est sans doute important de s'arrêter un instant sur cette fameuse dédiabolisation. En fait, cette notion qui paraît si neuve aux observateurs ne serait-elle pas en réalité consubstantielle au Front National? Enfin, on s'interrogera sur le sens de l'offre politique de Marine Le Pen. Dans quelle mesure a-t-elle véritablement changé par rapport à celle de son père? Pourquoi parle-t-on de populisme à propos du Rassemblement national? Et est-il encore d'extrême droite? Le mot dédiabolisation est récent. Il figure parmi les mots nouveaux proposés par le Larousse au printemps 2016, accompagnés de cette définition. Action de dédiaboliser, de faire cesser la diabolisation de quelque chose, de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le Front National, devenu Rassemblement National, a l'ambition d'apparaître comme un nouveau parti. Il s'affiche comme le représentant légitime des catégories ouvrières et populaires. Il se veut antilibéral, souverainiste, républicain, laïque, voire féministe. Capable d'une certaine plasticité idéologique, il s'adapte sans trop de difficulté à ces deux principaux électorats, celui du Sud, ancré à droite, principalement sensible aux thèses souverainistes et identitaires, et celui de l'Est et du Nord-Est, plutôt sensible, lui, au discours anti-mondialisation, anti-européen, et plus soucieux de protection. Bien sûr, la question de l'émergence d'un nouveau Front National depuis 2011 n'est pas totalement infondée. Le renouvellement militant, le changement du leadership frontiste en 2011 et la stratégie de dédiabolisation engagée depuis sont autant d'éléments qui peuvent légitimement faire accroire à la thèse d'un profond changement idéologique du parti. Mais ne pourrait-on pas dire à l'inverse que ce n'est pas tant le Front National qui a changé que les regards portés sur lui? Accepter sans aucun examen critique la dédiabolisation engagée par Marine mérite pourtant d'être interrogée. Ce processus est-il si nouveau? Pour exister en politique, le Front National a autant besoin de se légitimer que d'entretenir les fondements radicaux de son identité. Cette tension entre respectabilisation et radicalisation, entre dédiabolisation et diabolisation, se trouve au cœur même de la dynamique partisane et militante du Front National. On peut même dire qu'elle est centrale pour comprendre l'histoire du Front National depuis sa création en octobre 1972. On examinera ici 3 moments dans l'histoire récente du Front National où cette tension s'exprime avec le plus de clarté. Au moment de la création, en 1972 bien sûr, les années Maigret, 1988-1998, et l'action de Marine Le Pen depuis 2011. À l'origine du Front National, il y a l'organisation néofasciste Ordre Nouveau, qui est la forme courte du Centre de recherche et de documentation pour l'avènement d'un ordre nouveau dans les domaines social, économique et culturel.
Ce groupuscule a été fondé en décembre 1969 par Alain Robert, le fondateur du groupe d'union droit qui deviendra Défense, le GUD, bien connu dans les universités de droit à Paris, et l'équipe rédactionnelle de l'élite européenne, notamment François Duprat, qui est un idéologue fasciste, antisémite et négationniste. On y retrouve également à la fondation Christian de Bonguin, devenu aujourd'hui chroniqueur à CNews sous le nom de Xavier Hofer, où il exerce les fonctions de chroniqueur, notamment sur les faits divers et policiers. On le voit très régulièrement à la télévision. Ordre Nouveau n'est pas une lexie innocente. Elle renvoie d'une part à une figure bien connue de la propagande nazie, celle de l'Ordre Nouveau d'une Europe hitlérienne, et elle est le décalque français de l'Ordine Nuovo, nom porté par l'une des branches les plus radicales du mouvement social italien, le MSI, parti néofasciste fondé en 1946 par Giorgio Almirante sur le décombre de la République de Salò. Organisé en mai 1970 à la Mutualité, le premier meeting d'Ordre Nouveau est un succès militant incontestable. La salle est pleine, l'ambiance surchauffée, et le service d'ordre est à l'unisson avec 300 militants casqués et armés. La foule, d'ailleurs, gratifie l'entrée en scène des délégués du parti d'Almirante par un salut fasciste, comme il se doit, entre gens bien élevés. Tout le gratin de l'extrême droite est présent. Gilles-André Baliarakis, de l'Action nationaliste, conspue les crimes de l'épuration et glorifie la collaboration. Le milicien, François Brignot, se fait lyrique et se prononce pour la constitution d'un parti révolutionnaire, blanc comme notre race, rouge comme notre sang et vert comme notre espérance, les trois couleurs du fascisme italien. Duprat, lui, fait l'apologie de la dictature des colonels qui, au nom du combat, qui combattent à l'époque le chancre rouge. L'avocat Jean-François Calvert, le porte-parole de l'Ordre Nouveau, s'écrit qu'il faut faire des comptes et être peut-être dressé des poteaux d'exécution. Tout le monde est là, je disais. On y retrouve même l'ancien collaborationniste nazi Pierre Clémenti, du Nouvel Ordre Européen, les contre-révolutionnaires de Rivarol, les racialistes de Pour une jeune Europe, et les partisans de Tixier-Vignancourt et de l'OAS, comme Roger Hollinde, activiste bien connu du Front uni du soutien au Sud-Vietnam. Cette démonstration renforce le mouvement. Les adhésions affluent. En septembre 1971, Ordre Nouveau compte près de 2300 adhérents. Jamais depuis 1945, une organisation d'extrême droite avait atteint une telle audience. Or, cette percée s'effectue dans un contexte général qui offre aux néofascistes français de nouvelles raisons d'espérer. La fin du gaullisme, le vieillissement des générations politiques de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, et les tentatives unitaires à gauche sèment le trouble à droite. Un nouvel espace politique semble se dégager à la droite de la droite, dont ils entendent profiter. L'idée d'un front national dédié à la lutte électorale commence à faire son chemin. Reste à trouver une personnalité plus respectable que les nervis et les fascistes d'Ordre Nouveau. Ça sera Jean-Marie Le Pen, qui, à 44 ans, fait figure de vieux briscard des joutes électorales. Il a été le premier député élu, le plus jeune député élu en France en 1956 sous l'étiquette de Poujade, et il a été le porte-parole de Tixier-Vignancourt lors des élections présidentielles de 1965. En plus, Le Pen, un temps rallié au Centre national des indépendants et paysans, où il va croiser Giscard d'Estaing. Le CNI, c'est une branche de l'EDF de l'époque. Ça a servi de sas entre l'extrême droite et la droite classique. Il est passé Gérard Longuet, Alain Madelin, Georges Devedjian, etc., etc. Dès son apparition, le Front National réfute le qualificatif d'extrême droite. Il se présente plutôt comme une fédération nationaliste et unitaire pour réunir les patriotes, c'est-à-dire les représentants de la droite sociale, populaire et nationale. Il s'affirme pro-américain, violemment anticommuniste, et son programme est clairement libéral. Il a été en l'occurrence rédigé par Gérard Longuet. Les années Maigret constituent aussi une seconde séquence intéressante pour cette histoire. Le début de la décennie des années 80 est celle de la percée électorale. Les étapes sont bien connues, j'y vais vite. Dreux en 83, les européennes en 84, les cantonales en 85 et les législatives en 86,
impose le Front National sur la scène électorale. En quête de légitimation, il se présente alors sous des nominations plus rassembleuses pour séduire de nouvelles clientèles électorales. Ainsi, aux élections européennes, Le Pen conduit la liste du Front d'opposition nationale pour l'Europe des patries, et les 35 députés élus à la Chambre en 1986 le sont sous le label Rassemblement national. C'est au cours de cette période que des personnalités issues du Club de l'Horloge ou du Grèce, comme Jean-Marie Le Chevalier, Jean-Yves Le Guillou ou Bruno Maigret, font leur entrée au Front National. La polémique sur le point de détail en septembre 1987 brisera net cette dynamique. Néanmoins, le Front National tente malgré tout de se transformer en un parti moderne. Un effort de professionnalisation de ses cadres est alors engagé. Pour ces nouveaux dirigeants du Front National, Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, il est essentiel d'afficher une image plus respectable, de modérer le discours et de donner des gages de crédibilité aux équipes pour permettre au FN de conquérir une base électorale plus large et ainsi devenir le principal parti d'opposition. En réalité, la dédiabolisation maigretiste repose sur quelques points clés. Il s'agit d'abord de combattre la qualification d'extrémisme et la vraisemblance d'un Front National prétendument fasciste, et notamment riposter aux accusations sur la Seconde Guerre mondiale. Le FN doit ainsi faire connaître sa position, qui doit rappeler la condamnation du nazisme et de ses exactions, celle du régime de Vichy, et la présence d'anciens résistants dans nos rangs et dans nos discours doit servir une politique de réconciliation nationale. Il faut surtout éviter de donner prise à la diabolisation et donc proscrire le vocabulaire d'avant-guerre et surtout tous les propos qui peuvent être interprétés comme des manifestations de racisme ou d'antisémitisme. La ligne des journaux proches du Front National devra donc être revue en conséquence. Et là, je peux vous dire qu'il y a du travail à l'époque. La note insiste sur la faiblesse du discours économique du FN pour les bourgeois et souligne l'absence de cadre crédible en la matière. Il lui faut donc trouver et former des équipes et des personnalités compétentes. Mais en 1992, un obstacle de taille demeure pour atteindre cet objectif. Jean-Marie Le Pen est en effet l'acteur principal de la diabolisation. Ces pseudo-dérapages sont devenus des obstacles à l'avenir des obstacles à l'avenir politique du Front National. Les chambres à gaz, point de détail de l'histoire, du rafour crématoire aussi, en septembre 1988. En outre, avec respectivement 14,38% et 14,94% des voix aux élections présidentielles de 1988 et 1995, Le Pen semble atteindre un plafond électoral. Ainsi, à la fin des années 1990, bon nombre de cadres et de dirigeants frontistes, à l'instar de Bruno Maigret, jugent dorénavant que le maintien de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National demeure un handicap. Mais n'est pas Brutus qui veut. L'opération échoue et débouche sur une session. Le Front National sort laminé de cet épisode, mais Jean-Marie Le Pen demeure solidement à sa tête. La présidentielle de 2002 est une divine surprise, pour reprendre l'expression de Charles Maurras. Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle avec 16,88% des suffrages exprimés au premier tour. Mais les mobilisations anti-Le Pen qui surviennent entre les deux tours frappent cependant bon nombre de cadres du Front National. Elles leur font alors prendre conscience que si l'accession au pouvoir n'est plus une possibilité hors d'atteinte, les représentations négatives véhiculées par leur parti demeurent pour l'instant un obstacle insurmontable. La nouvelle génération militante du Front National, qui émerge alors avec Marine Le Pen, se lance donc dans une réflexion globale sur l'héritage frontiste et la préparation de l'après-Le Pen. Débute alors la dernière phase de l'histoire du Front National, où dorénavant, la fille va jouer les premiers rôles. Les débuts ne sont guère étincelants. En 2007, Jean-Marie Le Pen subit un sérieux revers et enregistre un score médiocre aux élections présidentielles, à peine 10,44%. Débute alors au sein du FN une phase de turbulence interne qui va se poursuivre jusqu'en 2011. Louis Alliot,
qui est le secrétaire général du parti, également à l'époque le compagnon de Marine Le Pen, engage une véritable purge à l'encontre des éléments les plus violents et extrémistes du parti. La presse nationaliste, Rivarol, Minute, Présent, est fermement tenue à l'écart. Protestant contre l'emprise croissante de Marine Le Pen sur le parti, les dirigeants historiques du lupénisme, Bernard Antony, en 2005, c'est un intégriste, Jean-Claude Martinez en 2008, Martine Le Hideux en 2009, Roger Hollande en 2011, quittent le navire. La campagne pour la présidence du Front National oppose alors Bruno Gollnisch en 2010 dans le rôle du gardien du temple à Marine Le Pen. Tirant les enseignements de la campagne de 2007 qui avait été un échec, Marine Le Pen campe sur les fondamentaux du lupénisme, à savoir l'indépendance et la souveraineté nationale, la préférence nationale, le rétablissement de la peine de mort, la défense de la vie et la conception à la mort naturelle, l'inversion des flux migratoires et, bien sûr, la condamnation des lois liberticides condamnant le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme. Sont visées ici les lois Guessot. Elle se dit alors assumer tout l'héritage du Front National, mais de nouveaux thèmes apparaissent. La lutte contre la mondialisation économique et l'islam. Avec habileté, elle récupère des termes et des concepts abandonnés ou délaissés par ses adversaires. Ainsi, contre le danger islamique, elle s'exprime au nom de la défense des valeurs républicaines, du droit des femmes et de la laïcité. Bien installée aux commandes, il reste maintenant à la nouvelle présidente du Front National à franchir la dernière étape indissociable à la dédiabolisation, c'est-à-dire à se débarrasser de son principal obstacle, à savoir son père. Le dérapage antisémite de Jean-Marie Le Pen sur une fournée d'artistes visant explicitement Patrick Bruel va lui fournir l'occasion de rompre théâtralement avec son père. Certes, celui-ci demeure encore très populaire au sein du parti et l'antisémitisme est un marqueur encore important au sein des frontistes historiques. Mais Marine Le Pen a bien conscience que l'antisémitisme, qui n'a cessé en fait de régresser en France depuis 1945, est devenu aujourd'hui, pour une grande majorité de Français, l'incarnation du mal. Impossible donc d'avoir la moindre ambition présidentielle si l'on peut être soupçonné d'ambiguïté sur ce thème. Rompre sur ce point avec son père est évidemment un signal politique essentiel dans sa stratégie de normalisation. Écoutons Louis Alliot, qui, dans un entretien accordé en 2013 à l'historienne du Front National Valérie Gounet, donne sans embâche le véritable sens de la dédiabolisation engagée par Marine Le Pen. La dédiabolisation ne porte que sur l'antisémitisme. En distribuant des tracts dans la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était ni l'immigration, ni l'islam. D'autres sont pires que nous sur ces sujets-là. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. Je vais faire un petit point de détail sur cette question-là, mais cette question de l'antisémitisme, c'est une question qui est très importante. Je dirais même qu'en ce moment, il y a quelque chose de préoccupant autour de cette notion qui entretient un certain confusionnisme, à la fois à la droite et à gauche. Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, dirigeante issue du mouvement néofasciste italien, clairement, et revendiquée comme telle. D'ailleurs, son nom, Giorgia, c'est le féminin de Giorgio Almirante, qui est le dirigeant historique du fascisme italien, et c'est pas innocent. Promet et promeut un musée de la Shoah à Rome, dans les locaux qui a servi à la déportation des Juifs en Italie. Louis Alliot, à Perpignan, a remis aux époux Klarsfeld, récemment, cet été, en 2023, enfin l'été 2023, les médailles de la ville de Perpignan. En somme, l'extrême droite tente de récupérer indûment certaines mémoires pour se normaliser. Et c'est un élément sur lequel il faut être extrêmement vigilant, car c'est très important. Nous venons donc de le voir. La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen n'est pas nouvelle, ni dans son principe, ni dans ses modalités. Sa réactivation souligne simplement son inscription du FN dans une logique
intensive de conquête de pouvoir, et pour cela, a-t-elle modifié radicalement son offre? Avant d'analyser son discours et son programme, et d'apprécier sa véritable nature, il semble utile de clarifier ce que nous nommons extrême droite et populisme. Comment définir l'extrême droite? Si l'on fait appel à l'histoire, derrière ce vocable, nous trouvons une multitude d'organisations, souvent nées de scissions, de fusions, souvent jalouses de leur indépendance. Certaines parlent de révolution, d'autres de contre-révolution. Les unes se disent nationalistes, les autres européennes. Aucune cohérence ni idéologique ou programmatique ne les rassemble. Certaines sont monarchistes, d'autres non. Les unes sont centralisatrices ou totalitaires. Les autres libérales, corporatistes ou étatistes. Bref, beaucoup de diversité à l'extrême droite, mais aussi quelques attitudes communes, comme l'anti-égalitarisme, d'où l'opposition de l'extrême droite radicale au socialisme, au communisme, à l'anarchisme, au libéralisme même. Le souci de l'ordre d'un État fort, évidemment le mépris envers le parlementarisme, la haine du cosmopolitisme ou le rejet des migrations, vont donner une imaginité certaine à une famille politique dont on peine à fixer clairement les frontières. Difficulté supplémentaire, beaucoup d'activistes, plutôt que de s'afficher sous le masque de partis fascistes, préféreront dans l'histoire à se mêler à des entreprises politiques beaucoup moins marquées. Ça sera le cas par exemple du RPF à la fin des années 40 ou du CNI dans les années 60 et 70. Bref, comme pouvait l'écrire André Laurens dans le journal Le Monde en 1965, on ne sait pas où commence l'extrême droite, mais on sait très bien jusqu'où elle peut aller. Malgré les diverses formes politiques prises par l'extrême droite, il demeure néanmoins possible d'élaborer une typologie et de réunir quelques fondements communs. En fait, le traditionnalisme, le nationalisme et le fascisme sont jusqu'à nos jours les trois piliers sur lesquels reposent les organisations classées habituellement à l'extrême droite. Sans en faire l'analyse idéologique, on peut essayer de dégager les principaux thèmes fondamentaux qui irriguent la pensée d'extrême droite. Le premier de ce thème est celui de la terre. De manière générale, cette famille de pensée s'oppose profondément aux valeurs des Lumières, son goût pour les idées rationnelles et abstraites. Avec la Révolution française, la politique devient donc une affaire d'idéaux à vocation universelle. En réaction à ce mouvement, la pensée d'extrême droite réaffirme l'ancrage primordial à la terre, au terroir. L'enracinement s'oppose au cosmopolitisme, d'où une hostilité aux déracinés, que sont les juifs, les étrangers ou les migrants. Et les nazis éliront en devise le slogan « Terre, sang, bonheur et fidélité ». Honneur, pardon, pas bonheur. Le second thème est celui du peuple. Là encore, depuis la Révolution française, le peuple désigne communément la communauté à qui le citoyen doit son identité, sa culture et sa citoyenneté. C'est de ce peuple dont parlent les grands théoriciens du contrat démocratique et qui fonde l'identité politique de la République de France. L'extrême droite porte au contraire une conception identitaire du peuple. Celui-ci induit une vision pour le moins xénophobe, sinon raciste, et antisémite dans le pire des cas de la société. L'idée du peuple vicié par un ennemi intérieur est donc un thème classique de la littérature d'extrême droite. Par analogie, les théoriciens de l'extrême droite aiment à séparer le petit peuple enraciné dans son territoire aux élites cosmopolites ou mondialisées. Le troisième thème est celui de la vie. Débouché de la Villette aux idéologues de la nouvelle droite, le mythe vitaliste irrigue toute la pensée d'extrême droite et notamment le fascisme. Ce dernier ne répugne jamais à l'apologie de la violence et oppose toujours sa propre esthétique du courage et de la camaraderie guerrière au conformisme de la vie bourgeoise. Cet état d'esprit explique largement le goût de l'extrême droite pour le coup de force pour abattre les institutions vermoulues. Le culte du chef et le goût prononcé pour la hiérarchie accompagnent évidemment ce mouvement. Le dernier thème, enfin, est le mythe. Il exprime le pessimisme foncier de la pensée réactionnaire. Le déclin devient un thème obsédant
et ce dès le début du XIXe siècle. L'œuvre d'Ova Spengler, Le déclin de l'Occident, publiée en 2 tomes en 1918 et 1922, a eu une influence considérable. L'idée d'une catastrophe purificatrice hante les esprits. En retour, cette désillusion envers la modernité pousse de nombreux penseurs vers la tradition. Il alimente également le fantasme de l'homme nouveau qu'on retrouve dans de nombreux régimes totalitaires. Avant d'aborder la nature précise du marinisme, il nous reste donc à traiter la question du populisme. Si Marine Le Pen récuse la dénomination d'extrême droite, elle accepte en revanche celle de populisme ou de national-populisme. La notion de populisme connaît de bien étranges voyages. Elle est très souvent source de confusion. Car en réalité, à propos du populisme, il y a 2 usages de ce terme qui sont bien distincts et avec des visées très différentes. Il y a d'abord un usage savant, que l'on retrouve chez les politologues ou les historiens par exemple. Populiste désigne alors un style politique, souvent démagogique, qui recourt à l'utilisation d'un dispositif rhétorique dit de l'appel au peuple. Le peuple contre les élites, pour parler comme aujourd'hui. Les premières expériences historiques ayant ouvertement revendiqué le label populiste et ouvertement combattu en son nom sont apparues au cours du XIXe siècle et ont été promues soit par des intellectuels russes comme Alexandre Herzen, soit par les petits fermiers ouvriers et agricoles américains du People's Party. Ces premières incarnations du populisme sont incontestablement des mouvements progressistes. Ils cherchent à corriger les situations jugées profondément inégalitaires et injustes en promouvant la cause du peuple. À l'origine, l'appel du peuple est d'abord une pratique de mobilisation des masses, opprimées par le système de domination sociale et politique existant. Dans cette perspective, le populisme entend donner une voix politique à ceux qui n'en ont pas. On peut également rattacher à cette catégorie les mouvements présents en Amérique latine, par exemple, comme Vargas au Brésil, Perón en Argentine, Victor Aya de la Torre au Pérou, dans le second tiers du XXe siècle. Si bon nombre de leurs dirigeants furent des démagogues, et c'est ce qui les distingue principalement du populisme des origines, ces populistes sud-américains n'en ont pas moins pris le parti ou la défense des classes populaires, mis fin au règne des caudillos ou barré la route, bien souvent, à des dictatures militaires. Puis, à côté de cet usage savant du populisme, nous avons un autre usage du mot populisme. C'est celle que l'on retrouve habituellement et régulièrement chez beaucoup de commentateurs médiatiques ou politiques. Dans leur bouche, le populisme devient une notion qui vise avant tout tous ceux qui contestent l'ordre établi. Dans cette perspective, la notion de populisme ne désigne plus la nature politique d'un parti ou d'un mouvement, mais elle ne vise qu'à disqualifier. D'ailleurs, elle s'applique à des personnalités aussi différentes que Trump, Poutine, Mélenchon ou Le Pen. Le populisme est vécu alors comme une pathologie, voire une menace. Comme le souligne avec justesse Annie Colevade dans un essai incisif, la stigmatisation du populaire aujourd'hui, je la cite, via le populisme du FN, ne serait-elle pas le signe d'une nouvelle conjoncture intellectuelle et politique dans laquelle les élites politiques d'aujourd'hui ne voient plus dans les groupes populaires une cause à défendre, mais un peuple devenu un problème à résoudre? Mais revenons à notre propos. Nous l'avons vu. La mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen constitue l'ultime étape de la stratégie de normalisation engagée par Marine Le Pen depuis la fin des années 2000. La remise en ordre du parti, de ses structures et de la ligne est bien avancée. Elle reprend déjà pour partie l'effort engagé par les maigretistes entre 88 et 98. Aujourd'hui, pour reprendre une formulation appartenant à Nicolas Lebourg, ce qui est un historien, le Front National de Marine Le Pen n'est plus un cartel électoral de formations nationalistes diverses, mais bien un marinisme. Sur beaucoup de points, elle se distingue de son père. Ah, merci. Elle ne nourrit aucune lubie sur la Seconde Guerre mondiale. Elle ne croit ni en l'inégalité des races, ni à l'existence d'un complot juif. En cela, elle est représentative de la nouvelle génération du Front National
qui n'a de la Seconde Guerre mondiale que de vagues souvenirs scolaires et qui n'ont pas connu les blessures de la guerre d'Algérie et de la décolonisation en général. Dans une note suggestive portant sur l'analyse comparée des programmes présidentiels de 2007, donc porté par Jean-Marie Le Pen, et de 2017, celui défendu par Marine Le Pen, l'historien Nicolas Lebourg donne à comprendre comment l'offre frontiste s'est réorganisée depuis l'arrivée de Marine Le Pen. Ce qui frappe d'abord, c'est la place respective qu'occupe l'histoire dans les deux programmes. C'est le père, elle est structurante, et le document est saturé de références historiques. Le Front National s'inscrit dans l'épopée des combats nationalistes contre les forces dissolvantes qui veulent abaisser la nation. La langue employée montre un certain lyrisme, souvent daté d'ailleurs. Chaque tête de chapitre est précédée d'une longue analyse idéologique où les conceptions holistes et naturalistes se déploient avec l'idée d'un ordre naturel auquel l'homme doit se soumettre. En 2017, avec Marine Le Pen, l'histoire est absente. Les développements idéologiques sont supprimés et le texte ne s'embarrasse d'aucune considération philosophique et va directement aux propositions énoncées dans un style très direct, une proposition ou une idée par paragraphe. La langue est simple, accessible à tous. Si pour Jean-Marie Le Pen, la France est une histoire, celle de Marine Le Pen, pour la France de Marine Le Pen, pardon, est plutôt une géographie. La frontière devient un thème obsédant de son programme. C'est quelque chose qui est intéressant à noter parce que depuis quelques années, dans différents pays, on constate qu'il y a une proportion, enfin une volonté de mettre des murs, des oppositions, de défendre des frontières. On voit par exemple qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui vont tenir les frontières dans le pays, dans les montagnes des cols des Alpes-Maritimes pour empêcher l'arrivée des migrants de l'Italie. Aux États-Unis, un mur va séparer les frontières du Texas du Mexique, etc. etc. C'est vraiment un thème obsédant de la droite extrême ou de l'extrême droite. J'en étais où? Ah oui, donc la frontière elle devient un thème omniprésent. Ceci posé, l'examen du programme montre que l'extrême droite compte toujours sur les mêmes fondamentaux, actualisés simplement au contexte d'aujourd'hui. Ainsi, la critique du système UMPS est complétée par celle des monstres technocratiques que sont le FMI, la BCE ou l'UE. La préférence nationale demeure, même si elle est requalifiée aujourd'hui en priorité nationale. Elle se décline désormais notamment sur les questions du logement social, de la politique de l'emploi et des allocations familiales. Elle figure même dans un dernier texte législatif commis par le gouvernement. La défense de la nation, bien sûr, c'est la seule chose qui importe. Il en découle la défense de l'identité, des libertés, de la souveraineté. Sa défense exige donc de s'adapter aux nouvelles formes d'agression qu'elle subit, la mondialisation économique et son corollaire, le multiculturalisme. Le rejet de l'immigration et des immigrés, et plus largement de l'étranger, demeure avec une dimension essentielle du programme. Ce qu'on constate aussi, c'est par contre, c'est la dimension de plus en plus importante des mesures directement islamophobes, qui deviennent de plus en plus marquées dans le programme du Rassemblement national. Cette islamisation de plus en plus visible impose des mesures d'ordre constitutionnel, législatif et réglementaire pour supprimer le droit du sol et réformer en profondeur le code de nationalité. Telle est l'ambition du Rassemblement national de Marine Le Pen. Les grands principes structurant donc la vision du monde frontiste n'ont donc guère changé. Mais Marine Le Pen investit des terrains délaissés par son père, comme l'économie, l'État et la République. Marine Le Pen fait preuve d'un tropisme économique certain. L'objectif est clair. Il s'agit de convaincre les indécis de la crédibilité du programme économie du Front National. Pour cela, elle mobilise tout un vocabulaire technique et managérial. Cet économisme est mis au service d'une seule visée précise, idéologique précise, celle d'une critique systématique de la mondialisation et du capitalisme mondialisé. Concernant la conception de l'État, le FN de Marine Le Pen est plus interventionniste que son père. La défense du service public adossé à un État fort
mais tous deux devront être adaptés aux exigences du concept de préférence nationale, qui définit clairement l'axe identifié du programme frontiste. Souvent aussi, au nom de la défense des droits des femmes ou de la laïcité, Marine Le Pen mobilise une rhétorique républicaine pour mieux dénoncer l'immigration massive et la société multiculturelle. Le féminisme également est embrigadé dans sa croisade anti-islamique au risque de graves confusions. De même, les usages marinistes de la notion de laïcité se conçoivent dans une double perspective, à la fois maximaliste, en limitant la libre expression religieuse à l'affaire domestique, mais aussi sélective, en ne visant de fait que les populations de confession musulmane. Nous sommes bien loin des principes énoncés en 1905, comme le rappelle Cécile Alduy dans un essai passionnant. Marine Le Pen grève sur des laïus républicains en apparence inattaquables, un discours d'extrême droite pur jus, identitaire, islamophobe et anti-immigration. Le discours policé est vite doublé par son envers extrémiste, mais il a rempli sa fonction de légitimation morale. Malheureusement, les journalistes et les commentateurs ne retiennent que cette dernière dimension. Une analyse identique pourrait être menée à propos de la tolérance apparemment accrue du FN aux valeurs féministes et à l'homosexualité. Je renvoie sur cette question-là au travail de Sylvain Crépon, j'en dirai pas plus. Finalement, la force de Marine Le Pen réside moins dans sa capacité à produire des idées nouvelles, elle reprend l'essentiel du corpus frontiste, que dans sa capacité à produire un système d'explication globale du monde. La nation française est donc menacée par un double péril. Externe d'abord, avec la mondialisation et ses acteurs, que sont le monde de la finance, celui du capitalisme multinational et des institutions européennes. Discours d'ailleurs qui est de plus en plus atténué. On voit bien que dans les dernières élections, par exemple, elle a renoncé à son discours assez rallié à l'euro, par exemple. Toujours dans un but, évidemment, de se normaliser. Mais en retour, ça lui permet de durcir la dénonciation du péril interne, c'est-à-dire le péril islamiste. Le musulman prenant aujourd'hui clairement la place occupée hier par l'extrême droite, par le juif. Ce système correspond donc à un nationalisme intégral qui dissout la question sociale et les affrontements de classe dans une vision du monde où les affrontements culturels et ethniques, identitaires, occupent une place dominante. La force de Marine Le Pen repose également sur l'affirmation traditionnelle d'un leadership. « Je suis la France », a-t-il pu dire. Cette affirmation péremptoire remobilise un mythe essentiel de l'extrême droite, celui de la relation construite entre un chef et son peuple. Par cette formule, Marine Le Pen entend privilégier le rapport direct entre le sauveur et le peuple, par-delà la trahison des élites fatalement corrompues. Finalement, elle est surtout l'apologiste d'un nationalisme fermé, recherchant une unité nationale mythique et haltérophobe, en joignant aux valeurs sociales de gauche des valeurs politiques de droite, ordre, autorité, etc. En somme, le fameux ni droite ni gauche français, un thème des fascistes des années 30, remis au goût du jour sous Marine Le Pen. Populiste, national-populiste, qu'importe. Marine Le Pen est bien décidément d'extrême droite. Merci.